Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de pneumatique et nous allons parler du vérin. Donc, comme expliqué, nous allons parler maintenant des actionneurs ou vérin, ça a le même, c'est un synonyme. Dit pneumatique. Pneumatique parce que c'est ce qu'on va utiliser au laboratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont utilisés avec de l'air. Vous avez également des vérins hydrauliques qui fonctionnent avec de l'huile ou avec de l'eau. Nous allons voir comment cela fonctionne. Donc cette petite vidéo va vous montrer comment ce vérin se déplace. Ici, il est de manière hydraulique, à savoir qu'il fonctionne donc avec de l'huile. Vous avez deux entrées, une ici et une de l'autre côté qui est cachée. Vous allez y mettre deux tuyaux. Alors ça peut fonctionner, comme je vous l'ai dit, tout aussi bien avec de l'huile qu'avec de l'air. Ceux du laboratoire, c'est avec de l'air. Et donc cet air rentre d'un côté et il y en a un autre qui rentre par ici. Vous savez tous que quand vous soufflez dans une bouteille, l'air, il va rentrer jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de poumons. Il faut qu'il puisse sortir. Donc ce qui veut dire que ces tuyaux, ces petites sorties, ces petits orifices sont capables de fonctionner dans les deux sens. Si on injecte de ce côté-ci, forcément, on va voir à l'intérieur, on va voir ce qui va se passer, mais il va falloir que l'on ait une éjection de ce côté-ci. À l'inverse, si on injecte de ce côté-ci, il va falloir qu'on ait une éjection de ce côté-ci. Donc je lance la vidéo. Vous voyez, ici on appelle le déplacement que peut faire ce vérin, c'est ce qu'on appelle la course. Course qui est d'ici de 995 mm, donc ça veut dire 1 mètre quasiment, hein, 99 cm et demi. C'est déjà mamé, hein, c'est déjà des beaux petits costauds pistons, enfin vérins, chose que nous n'avons pas au laboratoire puisqu'ils font de l'ordre en général d'une vingtaine de centimètres, à part quelques exceptions près. On va lancer la vidéo, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez que ce vérin peut se déplacer, rentrer et sortir. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ce qu'on appelle une prise de pression, donc autrement dit, dans le cadre de l'élément, on va nous donner la pression que l'on a au sein du vérin. On verra à quoi ça servira plus tard. Vous avez à proprement dit ce qu'on appelle le piston, qui est un élément, comme vous pouvez voir, les petits éléments rouges, ce sont des étanchéités. Donc ce qui veut dire que entre ce qui arrive ici et ce qui arrive à l'intérieur du piston, de l'autre côté, donc entre ceci et ceci, c'est étanche. Il n'y a rien qui passe. Pas d'air, enfin, si c'est de l'air, pas d'air, si c'est des fluides, pas de fluide. Alors qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu le déplacement, on a injecté de l'huile de ce côté-ci. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Puisque cette chambre-ci est vide, on s'arrange pour que ce tuyau-là soit libre, on remplit d'huile, et qu'est-ce qui se passe ici? Cet air va se vider par le tuyau que vous avez ici. On recommence, on continue, voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a injecté, on a changé le sens de déplacement des fluides, on a injecté de l'huile de ce côté-ci, qui a rempli la chambre, et cette chambre-ci, on a inversé le sens de déplacement du fluide. Ce fluide s'est éjecté. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on a eu pour effet? Ça a eu pour effet, c'est de faire rentrer le vérin. Comme vous pouvez voir, on remplit, on retire. On remplit d'un côté, on vide de l'autre. On remplit d'un côté, on vide de l'autre. Et puis inversement. Et vous avez ainsi votre vérin qui va aller et venir. Alors on nous montre ici en plus, et ça vous verrez, on verra plus tard dans le cadre des capteurs de fin de course, qu'on appelle les fins de course, c'est cette histoire d'aimant. Okay. Alors le vérin que vous avez ici, évidemment, est un vérin technique où il vous explique toute une série de paramètres. Vous n'en tenez pas compte pour le moment. On en reparlera en temps voulu. Donc nous allons voir qu'il existe deux types de vérins. Un vérin dit simple effet, VSE, que vous avez ici en haut, et un vérin dit double effet. Quelle est leur différence? Donc, qui dit simple effet, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule entrée active, à savoir, vous allez injecter de l'air uniquement dans cet orifice, qui va avoir pour effet
de déplacer ce piston et donc de faire sortir ce vérin. Qu'est-ce qui va se passer si vous relâchez cette pression? Eh bien, le piston va avoir tendance à revenir dans l'autre sens, puisque comme vous voyez, à l'intérieur de ce vérin simple effet, il y a un ressort de rappel qui renvoie le piston dans sa position d'origine. De nouveau, comme expliqué tout à l'heure, cet orifice-ci, qui est l'orifice entrée dans un sens, il serait d'entrée si on injecte l'air pour le faire se déplacer et le faire sortir l'embout. Si on relâche la pression, qu'est-ce qui va... Et donc, par la même occasion, ici, vous avez un orifice qui va éjecter l'air qui se trouve dans cette chambre. Dès le moment où vous inversez le sens de fluide, vous allez avoir l'air qui va être éjecté puisque votre piston va se déplacer et va vider cette chambre de l'air de l'air contenu. Et par contre, va se remplir d'air naturellement via l'orifice qui se trouve ici. Alors, dans le descriptif du vérin, vous avez quoi? Vous avez donc le fameux embout fileté, c'est l'embout sur lequel on viendra visser l'outil que l'on va vouloir déplacer, l'outil ou l'élément qui va devoir être mis en mouvement. On a ce qu'on appelle la tige. On a évidemment des étanchéités parce qu'il ne faut pas que l'air se barre dans tous les sens. Donc ceci est étanche, ceci est étanche. Donc ce qui veut dire que la chambre que vous allez avoir ici qui va se remplir ou se vider d'air est comprise entre l'étanchéité de la tige et l'étanchéité du piston. Et l'étanchéité évidemment qui va se trouver également de ce côté-ci. Non, excusez-moi, évidemment, il n'y a pas d'étanchéité puisque le but c'est d'éjecter l'air via cet orifice. Alors, le principe du vérin double effet est le même. Si ce n'est qu'on dit double effet, pourquoi? Parce que vous allez avoir toujours deux orifices, mais à l'intérieur c'est libre. Il n'y a pas de ressort qui vous permettent de déplacer votre vérin de manière naturelle. Il faut avoir un ordre, une pression qui arrive soit par un orifice, soit par l'autre. Et de nouveau, donc vous avez une étanchéité, un piston étanche également, et vous avez ici une éjection ou une injection, une éjection ou une injection. Quand on injecte de l'air par ce côté, ça remplit la chambre, ça fait déplacer le vérin, et ça éjecte l'air contenu dans cette chambre-là. Inversement, on injecte de l'air ici, cette chambre se remplit, ce côté-ci, évidemment, a changé de sens, et on éjecte l'air. Ok? C'est le principe d'un vérin, simple effet, donc avec ressort, une seule action, et double effet, deux actions, une dans un sens, une autre dans l'autre sens. Donc on va parler maintenant de préactionneur pneumatique ou distributeur. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une vanne relais ou une commande entre l'actionneur, une interface entre l'actionneur et la commande, plus exactement la commande et l'actionneur. C'est quoi ça? Comme on a vu tout à l'heure, c'est que dans le cadre du vérin, vous avez au moins deux orifices, mais en tout cas des actions à faire via un fluide, de l'air ou de l'huile. Ce fluide doit passer dans un sens ou dans l'autre, suivant les conditions d'éjection ou d'injection et suivant le chemin qu'on veut faire emprunter à notre vérin. Le signal que l'on envoie au niveau de la commande pour cet élément, ce sera un signal type pneumatique, mécanique, électrique ou électropneumatique. Cet organe, il va être mobile. Donc ça va être quoi? Ça va être un petit boîtier qui se déplace à gauche, à droite, sur deux ou trois positions, et qui, par sa nature, la position dans laquelle il va se trouver, va vous permettre de faire circuler les fluides dans un sens ou dans l'autre, en fonction de ce qu'on va boucher ou laisser passer au niveau de certains orifices. Donc ces éléments sont caractérisés par des petites boîtes, des petits carrés, que l'on retrouve ici. Des petits carrés dans lesquels vous allez avoir
des chiffres qui apparaissent. Alors je vous laisse 2-3 secondes, vous allez voir, vous voyez 2-2, 2-A, 3-2. Je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir à quoi ça peut être, à quoi ça peut ressembler. La signification est la suivante. C'est que vous avez, par exemple, 2A, ça veut dire quoi? 2 pour 2 orifices, donc 2 trous. Le petit boîtier, il a 2 trous. Et A, une position. Donc ici, ça veut dire qu'il n'y a rien de mobile. On laisse simplement, au sein de ce petit boîtier-là, passer le fluide dans un sens. Position distributeur type 2-2, vous allez avoir quoi? 2 orifices, 2 positions. Donc le petit carré représente une position, mettons celle-ci par défaut. Lorsqu'il va se déplacer physiquement, on va passer dans cette position-là, et on va obtenir alors des bouchons qui vont se faire au niveau des orifices. Donc dans la position 1, on laisse passer, dans la position 2, on bouche les 2 orifices. Le 3-2, on va souvent l'utiliser dans le cadre des verres à simple effet. Vous allez voir que vous avez 3 trous, hein, donc 3 trous, 2 positions, une position, 2 positions. Ces ces éléments-là, vont vous permettre quoi? De laisser passer le fluide dans ce sens-là et de boucher le deuxième trou. À l'inverse, si on vient de la deuxième position, on laisse passer dans ce sens-là et on bouche le deuxième trou. Donc vous allez avoir passage de fluide, bouchage, passage de fluide, bouchage. Le schéma que vous avez, qui est un schéma que vous avez rencontré fréquemment dans toute la documentation électropneumatique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc des verrets qui sont des distributeurs qui ont quoi? Les alimentations, tout ce qui concerne la puissance vient par le bas, et ici c'est le raccordement vers les éléments secondaires, en général les verrets. Donc si on prend par exemple la 4.2, la 5.2, 5.2 ça on va l'utiliser fréquemment. C'est quoi? 5 orifices, 2 positions, une position, 2 positions. Il y a toujours une position par défaut qui est, on verra plus loin, qui est représentée toujours dans les schémas. Quand elle est représentée dans le schéma, c'est la position par défaut. Vous allez avoir ici quoi? L'arrivée d'air qui se fait par défaut sur cette sortie ici, et l'évacuation d'air qui se fait, elle, par défaut, comme ceci. Le 4-3 veut dire que vous avez 4 orifices, 3 positions. Passons aux positions maintenant. Lorsqu'on a un élément comme celui-ci qui est en 5, 2, donc 5 orifices, 2 positions, dans le schéma électropneumatique, on vous montrera la position par défaut, ici symbolisée en jaune. Et vous aurez donc le verret, l'échappement du verret se fera comme ceci, avec, on vous montre que c'est une évacuation. Ici, l'échappement possible que l'on a dans l'autre position est bouché, et donc cet orifice-là est bouché, et vous avez une alimentation qui vient pour rentrer dans cette partie de verret. Dans l'autre position, ce sera l'inverse. Ici, on vous montre une position par défaut qui est la position de 4 pour 4 orifices, 3 positions. Alors, circuit de puissance. On vous montre ici à quoi ressemble un schéma électropneumatique. Pneumatique, parce que vous avez de la pneumatique ici. Il y a de l'électro là, et évidemment, les commandes des 2 tiroirs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sont faites ici par un ressort, donc c'est une commande automatique, donc si on n'applique rien de ce côté-ci, le ressort va le mettre dans cette position-là. À l'inverse, si on applique quelque chose, il va se mettre dans cette position-là et il va laisser passer. Alors, on va prendre l'exemple du simple effet, raccordement du simple effet par un distributeur 3, 2. Qu'est-ce qu'on a? Si on ne fait rien, le ressort qui sera détendu mettra par défaut dans cette position-là. Je pense que c'est assez facile à comprendre et à appréhender. Le symbole qu'on a ici,
c'est le symbole d'alimentation, hein, on l'a vu précédemment. Et ceci, c'est le symbole pour la mise à l'échappement. Donc on évacue l'air. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a, par défaut, pas d'alimentation. Donc l'alimentation est bouchée. Par contre, l'échappement est libre. Donc autrement dit, l'air qui se trouve ici, dans la chambre du Verret, est par défaut évacué. Si on active l'électroaimant ici, on va faire basculer notre distributeur dans cette position-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le A va se retrouver là, donc on va alimenter, et l'autre, la mise à l'échappement, va être bouchée. Vous allez donc avoir quoi? Une alimentation qui va arriver ici, donc elle va venir ici sur la sortie 2, elle va remplir la chambre qui va faire que le Verret va se déplacer et va sortir. Donc la tête ici filetée va sortir et notre outil va se mettre en position de SA, donc ce qui veut dire en position sortie, en position de Verret actif ou sorti. Maintenant passons au double effet. Le double effet, on utilise ici par défaut un distributeur SAEC 2, donc SAEC trou, SAEC orifice, 2 positions. Position par défaut, qu'est-ce qu'on a? On a une alimentation ici qui va faire que le Verret sera bloqué en position rentrée. Par défaut, on ne fait rien, hein, on a 2 électroaimants ici. Par défaut, c'est celui-ci qui sera actif. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, alimentation ici, on remplit la chambre, le Verret est rentré. Par contre, si on passe de l'autre côté, tac, il bascule. Si on alimente cet électroaimant-là, il bascule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passer l'air comme ceci en E et alimenter, faire sortir le Verret. Les deux éléments ici sont ce qu'on appelle des fins de course, donc des éléments qui nous amènent à un logique si le Verret est enfin le témoin du Verret, si vous voulez, se trouve dans la position voulue, donc sortie ou rentrée. Le circuit que vous avez ici en dessous vous symbolise les électroaimants. Ceux-ci, ce sont les électroaimants qui sont commandés par des éléments d'entrée. Ici, on peut utiliser les fins de course, on peut utiliser des interrupteurs, on peut utiliser des bobines mémoire. On va voir plus loin comment tout cela fonctionne. Donc, pour résumer, les valeurs qui vous sont données, comme je vous ai dit, nombre d'orifices, nombre de positions, en général 1, 2 ou 3 positions, la plus utilisée étant la 2 positions. Les positions de passage sont représentées toujours par la petite flèche, les positions fermées sont toujours représentées par les petits T, et les symboles de canalisation ici, donc alimentation vers ici, alimentation vers le bas et export vers éventuellement le Verret, vers le haut, tout ça vous montre l'état par défaut de votre distributeur. Alors ici, un petit tableau récapitulatif de la schématique des alimentations, des commandes pour les distributeurs. Donc chaque fois sur le côté de votre petit carré, à gauche, à droite, vous aurez une représentation de de comment vous commandez votre distributeur. En matière pneumatique pure, les commandes dites musculaires, donc là c'est vous qui allez et qui actionnez, là c'est le symbole général d'une commande qui peut être à peu près n'importe quoi, celle-là d'un bouton poussoir, celle-ci la commande à pédale, donc avec le pied. Alors vous avez les commandes mécaniques par ressort, celle-ci représente le ressort qui est le cru, alors, un ressort, donc c'est par défaut si vous activez de l'autre côté, ben, votre tiroir va basculer d'une position A à une position 2. Si vous relâchez, ben, le ressort va repousser et va à ce moment-là fonctionner de manière autonome pour le retour. Commande par galet ou par galet escamotard, donc ce sont ces petites billes avec un axe, et lorsque vous avez quelque chose qui passe dessus, une détection, à ce moment-là vous avez votre système qui bascule. Alors les commandes pneumatiques pures, où vous avez le symbole d'une commande en direct, ou par électroaimant d'une commande ici symbolisée comme ceci. Donc ce sont là simplement des petites bobines qui font basculer d'un côté ou de l'autre le distributeur.
Alors, petit tableau récapitulatif des distributeurs, vous montrant notamment la numérotation de ceux-ci, la numérotation des entrées. Donc, vous voyez ici sur un distributeur, 1, 2. Le 1, c'est toujours l'alimentation pneumatique. Le 2, c'est toujours, et le 4, c'est toujours des sorties. 2 et 4, donc les paires, c'est les sorties vers le vérin, hein, sous-entendu. Le 10, le 12, donc à deux chiffres, là, ce sont les éléments de commande qui viendront ici sur le côté. Eux, ils sont représentés toujours par le 10 et le 12. Et 3 et 5, ce sont les échappements. Donc si on reprend le schéma ici, on a du 3, du 1 et du 4 et du 2. Du 1 ici, qui est évidemment l'alimentation. Si vous passez dans l'autre position, ben le 1 devient le 3 devient le 1 évidemment, hein, puisque ça devient l'alimentation devient une, donc une mise à l'échappement, et le 3 devient le 1 qui devient une alimentation. Alors un petit exemple ici pour deux vérins. D'abord le premier exemple c'est pour le vérin simple effet. Oui, je dis bien simple effet, excusez-moi, simple effet, pour lequel vous avez un distributeur 3, 2, avec une commande par ressort, et ici une commande directe, pneumatique. Donc autrement dit, si vous alimentez le 12, qu'est-ce qui va se passer? Sa position par défaut étant... Donc si vous on va commencer par position par défaut, c'est-à-dire on n'alimente pas. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez alimenter ici sur un T, donc autrement dit sur vous allez pousser sur une petite bouteille vide, pleine, donc vous ne saurez jamais le remplir. Et là, par contre, votre vérin, s'il est dans la position ouverte, ben, va se refermer et va évacuer l'air via la mise à l'échappement qui se trouve ici. Si maintenant on alimente via le 12 la commande du distributeur, il va basculer dans l'autre position. L'autre position, donc le 1 va devenir l'alimentation et va ici faire sortir le vérin simple effet. Pour le double effet, même chose. Là, on prend un 5, 2, donc 5 orifices, 2 positions, pour lequel, par défaut, ici, la visualisation par défaut, qui est en fait celle-ci, par défaut. En fait, ça a été inversé dans le schéma. Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'alimentez pas l'électrovanne, qu'est-ce qui va se passer? Votre ressort va obliger d'être dans cette position-ci, par défaut. Donc autrement dit, par défaut, le vérin sera rentré. Si vous alimentez votre électrovanne magnétique, elle va passer dans ce mode-là. Elle va donc avoir l'échappement la mise à l'échappement pour la sortie 2. Enfin, l'orifice 2 va devenir une sortie pour l'évacuation. Et le 4 va devenir l'alimentation. On va remplir cette chambre-ci directement depuis le 1. On va remplir cette chambre-ci et ça va faire sortir le vérin. Alors maintenant, le détail interne d'un distributeur, quel est-il? Si vous prenez l'élément ici, il est réellement, il se présente physiquement comme ceci. Donc c'est toute une série de cylindres empilés les uns sur les autres, qui peuvent se retrouver avec des cylindres plus ou moins grands. Okay, ici, vous voyez qu'il est plus long que celui-ci. Si vous prenez cet élément, vous voyez qu'en fait, il y a un axe, et que si vous venez rentrer de l'air par ici, il va pousser, il va remplir cette chambre-ci, via le 12, il va remplir cette chambre-ci, et va déplacer le module intérieur, donc le tiroir, vers ce côté-là. Et donc, vous allez avoir le passage libre d'air, comme ceci, vers le 2. Okay, donc, l'alimentation venant sur le 1, elle vient ici. Ici, c'est un cylindre plus petit que ces deux cylindres-là. Les noirs, le noir, pas le grisé, mais le noir représente le jouet. Donc, ce qui veut dire que vous avez chaque fois une cavité étanche, celle-ci étant étanche par rapport à celle-ci. Vous avez donc votre air qui va rentrer, qui va sortir par le 2. Et vous avez ici un bouchon, puisque vous êtes
devant un cylindre plein. Vous êtes également devant pas tout à fait devant un bouchon ici, mais en tout cas, vous avez une possibilité de remplir cette chambre-ci. Et ici, on voit que le 4 est à l'échappement, va en sortie sec. Par contre, si on injecte de l'air dans le 14, il va avoir pour effet de faire déplacer le module. Ça va remplir la chambre, vider cette chambre-là et remplir cette chambre-là. Et alors, le module va se déplacer vers le 5. Ici, le 5 se trouve devant un cylindre plein, donc on souffle dans une bouteille de verre. Ici, pareil, on n'a plus qu'à souffler dedans dans l'autre sens pour essayer de le faire passer dans l'autre sens. Pour le moment, on est en attente d'un ordre. Et alors, là, le 2 était en alimenté. Maintenant, le 2 est à l'échappement. Et c'est le 1 qui va alimenter le 4. Donc, physiquement, c'est ce qui se passe au sein de votre distributeur. Passons maintenant au clapet anti-retour. Ce système, comme vous pouvez le voir ici, ressemble furieusement à une diode, pour celui qui a fait déjà un peu d'électricité ou d'électronique. Qu'est-ce que c'est le principe? C'est de permettre le passage de l'air dans un sens, mais pas dans l'autre. Vous avez simplement une petite bille à l'intérieur, qui peut être soit fixe au niveau pression, soit réglable. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça s'appelle non plus un clapet anti-retour, mais une soupape de sécurité. Et elle permet comme ça d'éviter les surpressions et d'éjecter l'air en surplus dès le moment où vous avez dépassé la consigne donnée ici au niveau de votre soupape. Donc la soupape de sûreté, c'est un ressort de réglage pour la tension sur laquelle vous pouvez jouer avec votre molette. Et vous avez ajouté à ça un clapet anti-retour, donc une petite bille qui laisse passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Parlons maintenant du réglage de vitesse. Imaginez que votre vérin soit sur un système mobile sur lequel vous avez une foreuse, par exemple. Votre foreuse, vous avez besoin de faire un trou. Votre trou, vous ne pouvez pas vous permettre de faire zing. C'est peut-être pas toujours évident de faire une rentrée rapide dans la pièce que vous devez forer. Donc, ce qui veut dire que vous n'aurez peut-être pas la même vitesse de rentrée que de sortie, parce qu'une fois que le trou est fait, perdre 3 secondes pour retirer la mèche n'a pas d'intérêt. On a intérêt à la retirer le plus vite possible. Donc, autrement dit, votre vérin, vous allez pouvoir faire votre ordre plus rapidement pour rentrer pour sortir que pour rentrer. Ça va se faire au moyen ici d'un élément de réglage de vitesse. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une petite restriction, donc c'est un petit passage d'air que vous allez pouvoir régler au moyen d'une petite vis, une petite molette. Et vous allez comme ça pouvoir diminuer l'espace que l'air va avoir pour pouvoir rentrer dans votre vérin. En amenant cette diminution, ça va amener un ralentissement au niveau du remplissage ici de la chambre. Et évidemment, ce réglage, le remplissage de la chambre qui est ici, la vis de réglage étant là. Il va de soi que ce qu'on peut envisager, c'est de mettre en parallèle de cet élément, non seulement une vis de réglage, mais un clapet anti-retour. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'on va rentrer, le clapet anti-retour ici empêche l'air de passer comme ça. L'air, il est comme vous, il est comme moi, il est fainéant. Il essaie toujours de passer par où il a le plus simple de passer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par où il a le plus simple, à savoir par la restriction, puisque de l'autre côté, il ne sait pas. La restriction étant que on va avoir des difficultés à passer, donc l'air va avoir des difficultés à faire remplir la pièce. Donc la pièce ici, pour faire rentrer le vérin, va mettre un certain temps. Par contre, à l'inverse, dans l'autre sens, lorsqu'on va remplir cette chambre-là, on voit qu'on a également une vis de réglage qu'on peut régler à fond, moins fort, plus fort. Ici, l'air, par contre, de nouveau, comme je l'ai dit, il est fainéant. Il va passer par où il a le plus simple. Or, le passage à travers un clapet anti-retour, dans un sens, c'est bloquant, mais dans l'autre, c'est pleinement passant. Il n'y a pas de ralentissement. Donc, ce qui veut dire que l'air, il va avoir beaucoup plus de facilité de passer par là. Il y a une partie qui passera évidemment par la restriction, mais c'est surtout
par le capteur tire-court qui va passer. Donc autrement dit, dans ce sens, lorsque vous allez remplir cette pièce-ci, il n'y aura aucune résistance, l'air va pouvoir sortir aisément. Par contre, dans l'autre sens, il va avoir plus de difficultés puisque vous aurez votre restriction. Le réducteur, comme on dit, le réducteur, au niveau de votre système, c'est une petite molette ici, une petite molette qui, en faisant monter ou descendre, empêche le passage de l'air, amène une difficulté à l'air de passer. C'est un étranglement. Ici, on vous donne donc l'exemple du réducteur de débit unidirectionnel. Réducteur de débit unidirectionnel, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, l'air est en libre passage dans ce sens-là, et par contre, dans ce sens-là, il sera réduit, puisqu'il sera bloqué par la, j'allais dire la diode, mais évidemment non, par le capteur tire-tour. En matière de logique, comme en matière de technique, il y a une chose qui est absolument délétère et quelque chose que l'on déteste par-dessus tout, c'est l'indétermination. L'indétermination amène toujours un risque de danger. Parce que un système, si on ne sait pas où il en est dans le cadre de son fonctionnement normal, je vais dire, on ne sait pas si il est fonctionnel, pas fonctionnel, ou si on amène peut-être du danger pour l'utilisateur. Donc les indéterminations sont à proscrire. Pour ça, au niveau des capteurs, cette indétermination d'état peut être levée grâce à un capteur de position dit fin de course. Donc c'est un élément qui, d'un point de vue logique, vaut 1 lorsque le véret, lorsque la tige du véret, ou plus exactement le piston du véret, se trouve en face du capteur. À savoir, s'il est sorti en face du capteur à la sortie du véret, ou s'il est rentré en face du capteur du véret rentré. Alors, au niveau des vérets de la schématique et de la programmation quand vous allez programmer en ladder au graph 7, l'important est d'être systématique. Pour cela, il faut retenir que les minuscules seront utilisés pour tout ce qui concerne le signal, donc tout ce qui concerne l'aspect informatif, gestion mémoire, gestion variable, comptage, etc. Ce sont des éléments qui sont des éléments informatifs. Donc il n'y a pas d'énergie derrière, donc ils seront symbolisés par des minuscules. Vous voyez ici A0, A1, ça symbolise quoi? Ça symbolise le A0, le fait que le véret soit rentré. A0, il est à 0. A1 veut dire que le véret A est sorti. Je dis bien le véret A, ok? Parce que, évidemment, on a choisi de le nommer ainsi actuellement. Parce qu'évidemment, comme vous savez, quand vous allez commencer à faire des éléments un peu compliqués, vous aurez tout de suite 3, 4, 5, 6 vérets ou actionneurs qui seront actifs en même temps. Ou en tout cas de manière ordonnée. Donc ici, en l'occurrence, notre véret A, le fait de course pour dire qu'il est rentré, c'est A0, A minuscule 0. Et pour dire qu'il est sorti, c'est A minuscule E. D'un point de vue logique et d'un point de vue technique. Ça peut être pneumatique, ça peut être électrique, ça peut être sous différents supports. Mais en tout cas, il y a une information qui passe dans votre circuit pour dire attention, il est rentré ou il est sorti. Et s'il est entre les deux, il n'est ni à 0 ni à E. Ça, évidemment, c'est le cas le plus ennuyeux que l'on ait. Est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il sort? On n'en sait rien. Alors, comme vous voyez également, le véret A, comme on parle de véret quand on parle de la partie puissance, la partie sortie, okay, efficace, là on parle en majuscule. Donc c'est véret A majuscule. Au niveau du laboratoire, vous avez des capteurs de fait de course sur quasiment tous vos vérets. Ceux-ci peuvent être électriques ou magnétiques. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les types de capteurs qui peuvent exister. Il y en a d'autres, ceux-ci sont les plus usités. Donc le premier, c'est le capteur dit inductif. Alors ce capteur, symbolisé ici par A0, avec ce petit symbole-là, inductif, il émet quoi? Il émet un champ inductif, un champ magnétique, qui est
perturbé par quoi? Par le passage du piston, qui lui est en acier, le reste est en aluminium. L'aluminium, comme vous savez, n'est pas ferromagnétique, contrairement à l'acier, qui lui contient du fer, donc il est ferromagnétique. Donc il va perturber le champ magnétique émis par le capteur. Et dès le moment où il est perturbé, à ce moment-là, il envoie électriquement un signal, donc il envoie un signal électrique pour dire attention, le verret est dans cette position-là. Ce sera évidemment le même pour ici. Le capteur émet en permanence ce petit champ magnétique, hein, cette induction, je vais dire. Hein. Et dès le moment où elle est perturbée, cette induction, c'est ce capteur-là qui bascule électriquement dans la position on. Il va de soi que d'un point de vue logique, vous n'aurez jamais A0 et A1 qui seront valides. On a vu tout à l'heure qu'ils pouvaient tous les deux ne pas être valides en même temps. Donc ce qui veut dire que vous ne savez pas où en est le verret. Mais ils ne peuvent en aucun cas et jamais être tous les deux A1. Ce qui est logique. Vous ne pouvez pas avoir votre verret qui est rentré et sorti en même temps. Là, on rentre clairement dans le mouvement de spin où on peut avoir deux, en matière de physique quantique, où vous avez les électrons qui peuvent être dans un état et dans un autre en même temps. Le don d'ubiquité, personne ne l'a de manière mécanique, traditionnelle. Alors le deuxième type de capteur est un capteur dit interrupteur à lame souple. Qu'est-ce que c'est? C'est deux petites lames magnétiques, deux petites lames métalliques, pardon, qui sont enfermées dans une ampoule sous vide. Et au sein du verret, dans le piston, vous avez donc un aimant permanent qui, lorsqu'il arrive dans cette position-ci, va donc créer un champ magnétique qui va faire se rapprocher, qui va faire se toucher les deux lamelles. Et vous aurez ainsi un contact. Ça nécessite d'avoir donc un verret spécifique avec un aimant intégré dans le piston. C'est loin d'être le cas pour la plupart des verrets. La plupart du temps, on aura plutôt des capteurs de ce type-là. Alors, on utilise souvent ces capteurs et ils peuvent être commandés également mécaniquement. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un élément inductif ou un magnétique, vous pouvez bêtement avoir un système avec bouton poussoir. Dès le moment où votre tige sort, elle a un embout qui est avec une boule et qui viendra mettre en contact tel bouton ou tel bouton. Donc là, on a affaire à quelque chose de mécanique pure. Ce sera évidemment moins usité puisque ça aura tendance à s'user beaucoup plus vite qu'un capteur magnétique, évidemment. Le capteur suivant, c'est le capteur dit pneumatique. Celui-ci, en fait, est un capteur qui fonctionne par le principe de l'inhibition. Donc l'inhibition, qu'est-ce que c'est? C'est un principe d'empêchement. Donc ça empêche ou ça ralentit un processus. Ça permet de bloquer quelque chose si cet ordre logique est actif. Le synonyme, ou en tout cas ce terme, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, en tout cas son contraire qui est de la désinhibition, puisque c'est typiquement ce que l'on emploie quand on parle de drogue du viol, la drogue du GHB, qui désinhibe la personne qui le prend, et donc lui enlève toutes les barrières qu'elle pourrait avoir quant au fait de se refuser à vous, je vais dire. C'est dès le moment où vous enlevez toute cette inhibition par la drogue, ben vous êtes désinhibé. Bien, le principe ici, c'est quoi? Par défaut, vous êtes désinhibé, et si un ordre arrive quelque part, eh bien, vous avez une inhibition qui apparaît, ou autrement dit, un blocage du système. Donc, le principe du capteur fonctionne sur cette base-là, à savoir qu'il donne une variation de pression à son entrée, il détecte mécaniquement la variation de pression qui passe de 0 à 1 de manière infinie, très rapide, pas infinie, mais très rapide, et la pression chute de manière progressive,
un petit peu à la méthode de chargement, déchargement d'un condensateur. Et donc, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir ce déchargement de pression jusqu'à un certain minimum, où on considère que quand ce minimum est acquis, quand il est arrivé à un minimum mécaniquement, physiquement, eh bien le capteur bascule à ce moment-là dans le mode on. Donc ce qui veut dire qu'il est... ça veut dire que votre vérin, si vous voulez, votre chambre, dès le moment où vous lui amenez la pression pour faire rentrer le vérin, la pression va monter de manière importante, comme expliqué ici. Elle va passer de 0 à 1. Et puis, plus vous allez évacuer votre air, plus la pression dans le vérin va chuter. Et puis à un moment donné, elle va arriver à 0 puisque vous n'aurez plus d'air dans votre élément. Là, on va considérer qu'on a vide partiel et donc on a une pression qui va chuter de manière drastique, quasiment à 0. Et donc là, c'est à ce moment-là que le capteur va basculer mécaniquement et va vous montrer. Forcément, si vous n'avez plus de pression, vous êtes arrivé au minimum et que votre chambre est complètement vide, ça veut dire que votre vérin est rentré. Ou à l'inverse, il est sorti. Parce que si évidemment vous faites sortir, ben là vous allez vider votre chambre de manière à faire sortir votre vérin et il fonctionnera exactement de la même manière évidemment. Vous retrouvez ici le schéma de ces capteurs. Vous allez voir sur les tables de laboratoire qu'elles se trouvent. Sur tous les faits de course, vous avez des capteurs de ce type-là. Je parle évidemment des tables de pneumatiques pures, car ce sont des capteurs purement pneumatiques. Il n'y a pas d'électricité là-dedans. Okay, donc vous voyez ici en fait que vous avez 3 connexions. Vous avez le P, le S, le E. Le E, ben, c'est le capteur avec le petit symbole hystérésis. C'est l'échappement de votre vérin. Ici P, c'est l'alimentation générale de votre système. Et S, c'est la sortie du capteur. Donc ce capteur, lorsque vous serez arrivé au minimum, il va à ce moment-là basculer, laisser passer la sortie et va vous amener à la sortie. Voilà, ici se termine la vidéo de présentation des vérins. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des fonctions logiques en pneumatique.